Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette émission en direct. On va évoquer le sujet du coronavirus aujourd'hui, qui nous préoccupe tous, et notamment sur le plan. Cette émission a pour but de l'évoquer sur le plan des questions médicales. Nous avons. D'abord, j'aimerais préciser que vous avez un lien Facebook, donc que vous pouvez faire suivre. Il ne faut pas hésiter. C'est votre audience qui nous permettra éventuellement de réitérer ce genre de format s'il a du succès, si ça vous intéresse, sur d'autres sujets. Voilà, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le coronavirus. J'ai avec moi, parce que c'est une initiative qu'on a engagée avec l'UFE, Isabelle Beton, qui est présidente de l'UFE Andalousie et qui va aujourd'hui relayer vos questions. Je suis Isabelle Beton, présidente UFE Andalousie. Et lorsque Jérôme a proposé de faire une émission en live sur le thème, je n'ai pas hésité un instant. Pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, certaines apocalyptiques, d'autres complètement loufoques. Et le fait de pouvoir compter sur un professionnel, urgentiste, je me suis dit ce serait une excellente occasion pour tous les Français qui nous écoutent, de les aider à y voir plus clair et surtout pour savoir comment agir efficacement. Super, merci beaucoup Isabelle. Pour cette initiative, nous avons également la chance d'avoir la présence de Stéphane Vogetta, qui est représentant de la députée Samantha Cazbonne, de la 5e circonscription des Français qui sont établis hors de France. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, j'interviens cet après-midi en tant que suppléant de la députée des Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco. À ce titre, donc, je suis élu, représentant d'élus des Français de l'étranger, et j'ai la chance de participer, d'être en contact avec de nombreux Français aux 4 recoins de la circonscription, donc dans tous ces pays, mais aussi dans de nombreuses régions différentes d'Espagne, dont l'Andalousie. Ça me permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe à droite, à gauche. Il y a beaucoup de diversité de situations, mais aussi une bonne idée de la réaction et du mode de pensée actuel de nos compatriotes et de la population en général. Et donc, c'est là-dessus que je pense essayer à vous éclairer un peu et à essayer aussi, comme vous, de faire le tri entre les informations sensées et celles qui sont plus des pertes de temps. D'accord, merci beaucoup Stéphane. Et enfin, je voudrais vous présenter le docteur Emmanuel Barra, qui est notre expert aujourd'hui, qui va nous aider à démêler le vrai du faux de toutes ces informations et qui va peut-être aussi nous éclairer sur, des informations nouvelles, peut-être que nous n'avons pas, parce qu'en fait, en ce moment, les informations évoluent vraiment au jour le jour. Docteur Barra, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous. Donc, je suis effectivement médecin urgentiste au sein de SOS Médecins en France et je participe aussi en tant qu'élu à l'Union régionale de Bourgogne-Franche-Comté à la cellule Covid-19 qui nous permet de renseigner l'ensemble des professionnels de santé de la région sur les évolutions des consignes, sur l'évolution des traitements, sur l'évolution des différentes conduites à tenir envers les patients. Je suis également responsable de toute la commission humanitaire des SOS Médecins France, ce qui me permet aussi d'avoir des informations un peu en direct par le monde actuellement. C'est parfait, ça me fait une transition impeccable. Je voulais qu'on commence avec un point sur la situation et comme vous venez de le dire, vu votre position, vous avez accès à des informations très fraîches. Donc, quel est aujourd'hui, si vous pouvez nous faire un petit point d'ensemble sur la situation générale du coronavirus à ce jour? Alors, je pense qu'on va se contenter, puisque cette émission s'adresse aux expatriés français, je crois, on va se contenter de la situation en France. Oui. Aujourd'hui, on voit bien que par les déclarations de l'OMS, qui a déclaré donc la situation actuelle, la situation de pandémie, que la situation progressivement s'étend à travers l'Europe. L'Europe est considérée actuellement comme le centre de la pandémie, comme le nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19.
les mesures de protection évoluent progressivement au jour le jour afin de ne pas trop subir la vague épidémique importante qu'on pourrait attendre. Et aujourd'hui, la France, avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec l'Italie, compte aux environs de 3 à 4 000 cas confirmés plus Covid-19. D'accord. Je crois notamment que c'est un petit peu la même chose en Espagne. Isabelle, je me retourne vers vous cette fois-ci. Il me semble que vous me disiez juste avant qu'on démarre l'émission que l'Espagne venait de passer en état d'alerte. À la fin du mois. Pour l'instant, on n'a que des messages invitant les gens à ne pas se réunir, à éviter les lieux publics. La mairie de Fuengirola, par exemple, a sorti un ordre, enfin, je sais pas qu'on appelle ça en français, mais enfin, interdisant aux personnes de se rendre dans les plages. Au début, j'étais un petit peu surprise pourquoi on interdit les plages, mais bon, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'était parce que avec la sueur, on pourrait laisser peut-être un virus ou quelque chose sur une serviette. Les gens peuvent se contaminer les uns les autres. Enfin, je n'en suis pas plus, je suis pas médecin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de conscience, à mon avis, peut-être pas assez, mais les mairies, tous les établissements publics suivent les ordres donnés par le gouvernement dernièrement. Voilà. Très bien. Bon, on va faire le point sur ce virus de manière un petit peu plus précise. J'aimerais bien que pour commencer, docteur Barra, que vous nous fassiez un petit rappel de la définition vraiment du coronavirus. Parce que c'est pareil, on entend beaucoup de choses. Alors, les coronavirus, ce sont des virus qu'on connaît déjà, puisque ce sont des virus saisonniers qui sont responsables en général de maladies très bénignes, style rhinopharyngite, les rhumes que tout le monde connaît, que les enfants connaissent. Probablement, c'est une des raisons qui fait que les enfants sont très peu touchés parce qu'ils ont une immunité assez développée contre ce coronavirus. Ce type de coronavirus, le Covid-19, lui est apparu en Chine en décembre 19 et c'est assez rapidement répandu donc au travers le monde. Aujourd'hui, c'est un virus qui a surtout une appétence particulière pour le système respiratoire et en particulier les poumons. D'accord, c'est ce qui fait qu'on retrouve beaucoup d'insuffisance respiratoire et qui fait que c'est l'élément important à surveiller chez les patients. Après, les signes cliniques sont très très variables, comme pour tous les rhumes et comme pour tous les virus, c'est-à-dire que ça va de la fièvre, que globalement pas très élevée, plutôt un 38, 38,5, 39 grand maximum, un peu moins que pour la grippe. Ce n'est absolument pas un virus de grippe, c'est pas du tout les mêmes types de virus. D'accord, même si les signes peuvent s'en approcher. On va ressentir également, mais lié à la fièvre, des courbatures, des maux de tête, des signes tout à fait généraux, d'accord, avec la rhinite, enfin le nez qui coule chez les enfants, mais ce sont pas forcément ces signes qui sont au premier plan. On retrouve essentiellement quand même un syndrome fébrile, une petite fièvre. Du coup, si je comprends, finalement, toutes les mesures d'hygiène qu'on entend beaucoup en ce moment et qui nous sont vraiment, j'allais dire, martelées, elles sont importantes et elles sont vraiment à prendre au sérieux finalement, même si des fois on se dit ce sont des choses tellement basiques, mais... Elles sont pas peu importantes, elles sont indispensables et elles sont extrêmement importantes puisque c'est le seul moyen que l'on a aujourd'hui de se protéger du virus, à titre personnel et de protéger les autres des virus, c'est-à-dire les mesures, ce qu'on appelle les mesures barrières, qui sont des mesures de bon sens, de lavage de mains, de ne pas éternuer et tousser sur tout le monde, de faire attention à son hygiène globale. Merci. Super. Les objets de Chine puissent être dangereux, le fait que la température élevée soit une manière de lutter contre le virus. Est-ce qu'on peut dire quelque chose en général face à toutes ces rumeurs et ces soi-disant solutions?
elles sont exactement ce que vous venez de dire, ce sont des rumeurs. Et si là, ils soignaient le virus, on serait tout content, ça faciliterait les recherches et le traitement. Malheureusement, aucune de ces rumeurs ne sont vraies. D'accord. Les seuls traitements, les seules mesures aujourd'hui sont des mesures préventives d'hygiène et aucun traitement actuellement n'existe pour soigner ce virus. Aucun traitement. La seule chose qu'on arrive à faire, c'est effectivement administrer des traitements aux gens qui ont des complications, et ces complications ne sont plus des complications virales, mais des complications bactériennes, et en particulier bactériennes de surinfection pulmonaire, et on va traiter les complications, et on ne traitera pas le virus qui, lui, de par lui-même, disparaîtra au bout de 15 jours, 3 semaines du corps. D'accord. Du coup, si vous le voulez bien, je propose maintenant que nous passions vraiment à traiter les questions qu'on a reçues, puisqu'on en a reçu quelques-unes un peu avant l'émission. Et puis, je suppose qu'on en a également qui sont, j'imagine, en train d'arriver en ce moment et qui vont peut-être continuer petit à petit pendant le flot de l'émission. Moi, déjà, j'ai une première question. J'ai quelqu'un qui me dit, j'ai entendu qu'on pouvait être porteur sain. Comment est-ce que je peux le savoir? Est-ce que si je suis porteur sain, je vais me rendre compte? Ça n'a pas de signe clinique. D'accord. C'est ce qui a entraîné la fermeture des écoles, puisque l'on sait que beaucoup d'enfants sont ce qu'on appelle asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun signe clinique. Et donc ils sont probablement porteurs sains, mais il n'y a aucune méthode pour pouvoir le savoir, ou bien il faudrait effectivement dépister 70 millions de Français toutes les semaines pour connaître l'évolution, mais c'est quelque chose qui est complètement irréalisable. D'accord, merci beaucoup. Isabelle, de votre côté, est-ce que vous avez des questions qui vous sont venues de la part des internautes? Oui, alors moi j'ai reçu un mail il y a quelques minutes et la question est: est-il vrai que les anti-inflammatoires sont dangereux en cas de coronavirus? Les anti-inflammatoires sont toujours dangereux, comme tous les médicaments, s'ils ne sont pas donnés à bon escient. Dans le cas qui nous intéresse, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, que l'association d'une infection virale avec les anti-inflammatoires peut faire un mauvais ménage. Il se trouve que un chef de service de réanimation de Toulouse a noté qu'il avait 4 malades qui étaient relativement jeunes, qui n'avaient pas de facteur de risque, et qui avait comme lien commun d'avoir pris des anti-inflammatoires. Ça a permis effectivement, et ça a engendré une déclaration du ministre, Olivier Véran, de la Santé, qui rappelait à l'ensemble des professionnels qu'il était bon de faire attention aux anti-inflammatoires. Et comme dans le cas de l'ibuprofène, qui était considéré comme un anti-inflammatoire, ce produit est en vente libre en pharmacie, il est bon aussi de relayer cette information au grand public, qu'il ne s'automodique pas n'importe comment sur cette pathologie virale. C'est une bonne question. Merci. Isabelle, est-ce que vous avez éventuellement une autre question? Alors j'en ai une autre aussi. Alors c'est un monsieur qui vient de m'envoyer un message me disant: je viens d'arriver en Espagne, j'ai de la famille en France. Est-ce que je peux m'y rendre ou dois-je la faire venir? Je n'ai pas de réponse médicale à cette question. Elle est simplement une réponse de bon sens, c'est-à-dire qu'en moins les gens se mélangeront, en moins le virus se propagera. Si je peux me permettre, c'est Stéphane Vegeta qui parle. Sur le sujet du confinement, moi-même, je vous appelle et je vous parle depuis Madrid où depuis quelques jours déjà, les écoles sont fermées et depuis hier, on commence à vivre un vrai exercice de confinement avec des rues qui se vident, des commerces qui se ferment peu à peu. J'encourage vraiment tout le monde, en toute l'Espagne, à limiter au strict nécessaire les déplacements. Les déplacements à l'extérieur des domiciles doivent être limités
aux besoins de se ravitailler en produits de première nécessité et aux besoins liés à l'activité professionnelle indispensable. En effet, j'étais encore hier au téléphone avec un de mes amis qui est maintenant haut placé au consulat de France à Milan, en Italie, et qui me disait à quel point les Italiens regrettaient aujourd'hui, et les Milanais en particulier, d'avoir été trop dilettantes au début du processus d'isolement avec les mesures qui étaient prises. Ils n'ont pas pris l'isolement au sérieux, ils n'ont pas pris le confinement au sérieux. Ils ont continué à avoir des activités sociales qui ont favorisé des rassemblements, même de petite taille, à l'extérieur. Et c'est le meilleur moyen de propager le virus, ou en tout cas de ne pas arrêter sa propagation. Donc vraiment, si j'ai un appel à faire, c'est dès que possible, le plus tôt sera mieux. Chacun doit s'autodiscipliner et rester à domicile, à moins vraiment d'avoir une raison impérieuse de sortir à l'extérieur. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention, effectivement. Alors, on a déjà parlé une vingtaine de minutes et c'est vrai qu'on avait annoncé 20 minutes pour cette discussion, mais je vois que finalement on a pas mal de questions encore à traiter, donc je propose qu'on continue un petit peu. Vu qu'on est tous chez nous, on a tous un petit peu de temps. Aujourd'hui, on est d'ailleurs dans des conditions particulières parce qu'à l'origine, on devait se réunir, notamment Isabelle et moi, pour que ça soit un peu plus pratique, mais on fait tout le monde chez soi, ça marche bien aussi. Donc si ça va à tout le monde, on continue encore quelques minutes. Isabelle, du coup, est-ce que vous avez encore une question intéressante à nous suggérer? Alors, juste une question concernant les masques. On en parle, beaucoup portent des masques, on ne sait pas si c'est le bon moyen pour éviter de l'attraper. Quelle est vraiment l'utilité du masque? Est-ce qu'il faut les masques que l'on voit tout simplement même dans les hôpitaux, ou est-ce qu'il faut ces fameux masques avec des filtres que l'on voit dans certains pays, ou on voit même dans des photos? Qu'est-ce que vous recommandez à ce niveau-là? Alors, c'est pas moi qui vais recommander, c'est l'OMS. Tout simplement, aujourd'hui, on est obligé, on doit faire confiance aux gens qui savent. Et aujourd'hui, les recommandations de l'OMS sont claires. Les masques type FFP2, c'est ceux que vous évoquiez, et qui protègent aujourd'hui les professionnels de santé qui sont amenés à faire des gestes invasifs, d'accord, en milieu hospitalier, spécialisé, sur des patients qui sont positifs, Covid-19 positifs. D'accord, ils ne présentent aucune utilité pour le grand public en ville. Porter un masque ensuite de ce qu'on appelle type chirurgicaux va vous permettre en fait de protéger surtout le mode de contamination, pas vous protéger vous, mais protéger les autres, les gens qui vont être en face de vous, si vous présentez des symptômes type grippaux, d'accord, et qui peuvent dans le contexte actuel présumer ou supposer que vous ayez également le Covid-19. Puisque le mode de transmission, c'est un mode de transmission ce qu'on appelle gouttelette, c'est-à-dire par les postillons, d'accord, qui peuvent effectivement arriver aux amis sur votre interlocuteur. C'est exactement ce que j'allais. C'est pour ça qu'on préconise aussi de garder une distance minimum d'1 mètre avec vos interlocuteurs, de ne pas faire la bise, de ne pas se serrer la main. Enfin, encore une fois, toutes les mesures barrières que vous entendez au travers de tous les médias. Ah, c'est très clair. En fait, ce n'est donc pas la peine d'aller dévaliser les hôpitaux, d'accord, pour essayer de récupérer des masques chirurgicaux qui vont finir par manquer dans les services spécialisés et pour lesquels, du coup, certains services hospitaliers ont été obligés de passer en mode dégradé parce qu'ils étaient en rupture de stock de masques. Waouh, d'accord. Ok, donc en fait, encore une fois. Si je comprends bien, il faut qu'on applique le bon sens, qu'on fasse pas comme les Italiens, du coup, et que cette fois-ci, nous, on prenne au sérieux toutes ces mesures, lavage de mains, faire attention parce qu'effectivement, c'est postillon, quand on parle, les particules, on ne les voit même pas. Donc, respecter certaines distances et bon, effectivement, donc c'est le bon sens qui va être le mot, j'allais dire,
le maître mot du jour. Le bon sens et le civisme. Et le civisme, bien entendu, ça va de pair. Enfin, non, pas forcément d'ailleurs, ça va pas forcément de pair, mais il faut que ça aille de pair cette fois-ci. Isabelle, une autre question? Oui, alors encore une nouvelle question. Si l'on est malade, aurons-nous des antiviraux et pouvons-nous contaminer nos animaux? Pas de transmission de l'homme à l'animal, connue aujourd'hui. Et deuxièmement, il n'y aura pas d'antiviraux puisque aujourd'hui on n'a pas trouvé la solution antivirale utile et nécessaire et qui puisse soigner quelqu'un, mais tous les grands laboratoires au travers le monde sont sur le pied de guerre et sont en phase de recherche. D'accord. Alors, moi j'avais une question également. J'avais une question qui est comment dois-je faire comment faire quand on doit suivre un traitement régulier? Est-ce qu'on doit se rendre à l'hôpital ou est-ce qu'au contraire on doit repousser son rendez-vous? Est-ce que je suppose que la personne doit se dire qu'à l'hôpital elle va croiser beaucoup de monde, donc l'idée étant d'éviter de... Alors c'est très variable, la question est très large. D'une part, si vous avez un traitement habituel, chronique, etc., il faut absolument continuer votre traitement. Vous prenez votre traitement comme habituellement. Et puis, vous vous rendez à la pharmacie pour aller chercher le renouvellement de votre traitement. Il n'y a pas de rupture de stock de médicaments. Et donc, on doit avoir une attitude tout à fait normale vis-à-vis de son traitement. D'accord. Bon, ça me paraît bien. D'autre part, si la question elle était « je dois me rendre à l'hôpital pour aller chercher mon traitement », dans tous les sites hospitaliers, il y a des filières spéciales d'attente avec des prises de sécurité, de distance réglementaire, etc., pour pouvoir aller chercher ces médicaments à l'hôpital sans aucun problème. Très bien, merci beaucoup. Stéphane, vous n'hésitez pas si vous pensez à quelque chose que vous voulez rajouter. Oui. Non, effectivement, je voulais faire un point particulier pour les Français qui résident actuellement en Espagne, ou même qui seraient de passage et qui auraient des doutes quant à de possibles symptômes ou alors possible contamination. Il est important de ne pas aller vers un hôpital. La procédure correcte, c'est celle d'appeler le numéro d'urgence espagnol, c'est le 112, le 112. Et si vous appelez ce numéro, vous serez pris en charge correctement selon des protocoles très similaires à ceux qui existent en France. En tout état de cause, donc, toujours appelez le 112. N'allez surtout pas vous rendre spontanément dans une salle d'urgence, parce que vous risquez ou bien de vous faire contaminer si vous ne l'êtes pas, ou bien de contaminer si vous l'êtes. En revanche, à ce stade, il n'est pas utile de contacter le consulat de France à Madrid, qui ne serait pas en mesure de vous apporter d'aide spécifique. Donc, je répète, le 112, c'est la solution et la réponse à vos doutes personnels quant à des symptômes. Donc, n'hésitez pas à les appeler en cas de doute. D'accord. Juste pour faire appel au niveau européen, de toute façon, toutes les modes de prévention, toutes les conduites actuelles se sont à peu près uniformisées. Et effectivement, comme vous l'expliquez, Stéphane, en France, c'est le même système. C'est-à-dire que vous avez effectivement, si vous avez des signes cliniques qui peuvent être évocateurs du Covid-19, vous sentez une urgence, vous appelez le 15, comme habituellement. Et si bien sûr vous avez des questions à propos du virus, vous appelez un numéro vert qui est le 0800 130 000. C'est pour les personnes qui sont en France. Vert, hein. D'accord. Alors, moi j'ai une question qui nous est arrivée en ligne. D'une dame qui dit « Je suis Suissesse, j'ai ma maman de 82 ans ici, donc en Andalousie, j'imagine, avec nous, ici pour les vacances. Elle est fragile, que dois-je faire? Dois-je la faire rentrer en Suisse ou la garder à domicile ?» On va revenir à la même réponse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un virus qui passe pas tout seul sous les portes. Et donc, en fait, si cette dame pense qu'elle sera plus protégée avec son aide, c'est-à-dire en l'accompagnant, en allant faire les courses pour sa maman,
en lui évitant de sortir inutilement et en restant confiné à la maison, il n'y a pas de problème. Si cette dame pense bien à chaque fois qu'elle rentre à la maison de se laver les mains, de pas faire la bise à sa maman, de rester un peu à distance, ça posera pas de problème. Ou au besoin, effectivement, chez elle, si elle se sent un peu fiévreuse, de porter un masque chirurgical pour éviter effectivement la projection de gouttelettes en direction de sa maman. Très bien. Donc le principe, on a finalement, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Vous avez donc, je voulais rappeler quels étaient les numéros, mais vous venez juste de le faire à l'instant. Et je pense que pour conclure sur ce sujet, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à l'émission sur ça. Je dirais que finalement, les questions d'hygiène sont essentielles. Là, on vient de le comprendre avec cette dernière question, c'est que même entre nous, en famille, on a peut-être intérêt à prendre des mesures un petit peu plus radicales que d'habitude, éviter les bises et les câlins à ses enfants et ce genre de choses, et au contraire, avoir des petits protocoles un peu plus... J'ai rigolé parce que ce matin, mon fils m'a dit bonjour en me disant « hey » du coude. Et finalement, c'est comme ça qu'on va faire en ce moment. Et donc c'est cela. Changer les serviettes, j'imagine, régulièrement et utiliser des Kleenex jetables si jamais on se mouche et ce genre de choses. Enfin, voilà, tout s'appliquer, tout ça, bouger le moins possible. Croiser le moins possible de monde, alors dans la mesure possible bien sûr, parce qu'on a tous besoin d'aller faire un petit peu nos courses, donc de temps en temps. Peut-être y aller qu'une personne par famille et pas y aller tous. Voilà, je pense que c'est toutes ces mesures-là qu'on va retenir aujourd'hui. Je voudrais terminer en disant que si vous avez encore des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les envoyer et que on pourra peut-être les regrouper, les traiter a posteriori, et je pense qu'avec l'UFE on trouvera un moyen de les relayer et d'y répondre via le site de l'UFE par exemple. On pourra envoyer un post à ce sujet sur Facebook pour vous informer de comment on peut traiter ces réponses. Voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter, Isabelle, Stéphane, Emmanuel. Oui, je voulais juste rajouter que sur le site, nous allons laisser les numéros de téléphone d'urgence. Il y en a 4. 2 sont surtout, on vous les postera et en mettant à quoi elles correspondent. En particulier, si c'est urgence sanitaire ou information sur le coronavirus. Ce sont des numéros tout à fait différents, ainsi que le numéro d'urgence, comme avait cité Monsieur Stéphane Vogetta, excusez-moi. Et donc, de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, on essaiera de répondre aux questions le mieux possible. D'ailleurs, si on regarde sur le flux, on voit que les gens commencent aussi à poser des questions. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de y répondre parce que c'est aussi une première pour nous. On a également un petit décalage, donc c'est pas facile, mais je crois qu'il était quand même important de faire une émission là-dessus, et puis de rassurer surtout, d'éviter les mauvaises attitudes et mauvais gestes que l'on voit, c'est-à-dire de continuer à sortir, de faire comme si de rien n'était, et puis surtout de presque à la limite de s'en vanter, c'est dommage. Je pense que le thème est sérieux et qu'il faut prendre cela très au sérieux. Et pour ma part, je voudrais juste profiter de quelques derniers instants pour remercier Jérôme, Hélène pour l'organisation, le docteur Emmanuel Barra pour sa contribution, et Isabelle Béton et l'UFE Andalousie pour avoir pris cette initiative. Et personnellement, je reste à votre disposition pour toute consultation, toute aide qu'on pourrait apporter ou tout relais qui serait nécessaire vers les autorités éventuelles. Merci Stéphane. Merci beaucoup. J'aurais la même conclusion et simplement en disant bien aux gens, encore une fois, de se protéger et de protéger leur entourage et les gens fragiles qui les entourent. Et je reste à votre disposition pour refaire ce type de point sans aucun problème. Merci infiniment. Merci beaucoup à tous. On va s'arrêter dessus. Je pense que c'était le mot de la fin. Merci. Au revoir.